Je profite de notre partenariat avec Filmo pour vous causer de deux films particulièrement rares et particulièrement précieux qui nous ont tapé dans l'œil et qui sont bien sûr disponibles sur la plateforme de SVOD. Le premier est un film de gangster peu connu et assez incroyable. Le second est une œuvre poétique, mélancolique, qui nous raconte beaucoup de choses sur l'histoire de son auteur, mais aussi celle du cinéma. Le premier film, c'est Tuer Charlie Varick de Don Siegel. C'est l'histoire d'un gangster qui cambriole une banque et met la main sur un butin bien supérieur à ce qu'il avait attendu, et pour cause, il a mis la main sur le butin que la mafia entreposait illégalement dans cette banque. Donc évidemment, va s'en suivre une poursuite et le combat d'un sale type en l'occurrence, pour réussir à survivre au maelstrom chaotique qu'il a enclenché. Sachez que Don Siegel, c'est le réalisateur de beaucoup de grandes séries B un peu tombées dans l'oubli, mais aussi de grands classiques du cinéma américain comme L'inspecteur Harry. Et bien, à nouveau, avec ce film, il va nous raconter comment un personnage hors norme va se retrouver à affronter tout un monde, tout un système qui se dresse contre lui. C'est vraiment un film à redécouvrir de toute urgence. Quant à Poesia sin fin, qu'est-ce que c'est? C'est le dernier long métrage en date d'Alejandro Jodorowsky, l'incroyable metteur en scène de Santa Sangre ou encore de La Montagne Sacrée, qui à côté a œuvré dans la BD, qui a notamment été le scénariste de L'Incal qui s'inspire beaucoup de ses travaux préparatoires sur le film Dune, qu'il n'a jamais pu réaliser. Vous l'aurez compris, c'est un des grands artisans surréalistes du 7e art. Et bien là, avec Poesia sin fine, il prend la suite d'un autre film qui s'appelait La Danza de Realidad, qui est tout simplement son autobiographie filmique. Et vous allez découvrir comment cet artiste a perçu ses jeunes années, sa vie, sa découverte du théâtre, de la poésie, puis bien sûr du cinéma. C'est une œuvre qui est mais d'une douceur incroyable, parfois d'une dureté stupéfiante, traversée d'images hallucinantes. C'est aussi un hommage incroyable au cinéma de Méliès. Bref, c'est un rêve qu'on vous recommande absolument. Et des songes comme ça, il y en a beaucoup sur Filmo, et pour cause. C'est une plateforme SVOD qui, pourrait-on le dire, est spécialisée dans la cinéphilie accessible. Vous allez y découvrir plein d'auteurs que vous connaissez, plein d'auteurs que vous ne connaissez pas, mais souvent des œuvres qui sont très rares, très difficiles à visionner, et qui seront là disponibles dans une qualité idéale. Dites-vous que c'est 14 jours d'essai gratuits, suivi d'un abonnement à 6,99€ par mois, et que oui, effectivement, on vous le recommande parce que c'est une source de découverte, de plaisir, d'émerveillement, et de manière d'explorer des cinématographies, des cinéphilies, des auteurs qu'on oublie trop souvent. Voilà, à vous les studios, et on continue avec notre sujet principal. Bonjour à tous, c'est Simon, et aujourd'hui je viens vous causer de la chronologie des médias. Alors, petit rappel, qu'est-ce que c'est? C'est un sujet qui est très épineux et qui amène énormément de débats en France. Pourquoi? La chronologie des médias, c'est tout l'arsenal législatif qui décide d'à quel moment peuvent sortir les films après leur sortie au cinéma. Parce que, dans l'Hexagone, un film a le statut d'œuvre de cinéma quand il sort en salle. Et ça déclenche la chronologie des médias. C'est ce qui fait en gros que certains d'entre vous s'agacent quand ils constatent que quelques jours, quelques semaines après avoir vu par exemple un film Marvel comme Shang-Chi ou Les Éternels après l'avoir vu en salle, eh bien il n'est pas dispo sur Disney+. Parce que le législateur français dit, comme le milieu du cinéma et de la diffusion en gros est composé de plein d'acteurs, aussi bien les exploitants de salles que ceux qui font des DVD, des Blu-ray, les chaînes de télé, les plateformes SVOD, la VOD, bref, quantité d'acteurs, eh bien il faut légiférer tout ça de manière à éviter premièrement que se créent des monopoles et que certains domaines soient complètement écrasés par des modes, par d'autres puissances industrielles, mais aussi parce que le fait d'avoir une pluralité d'acteurs, plusieurs guichets, permet d'avoir un écosystème du cinéma qui est assez riche, qui a un fonctionnement économiquement plutôt sain et qui permet d'assurer en fait la création mais aussi la diffusion du plus d'œuvres possible. Alors voilà, ça c'est pour vous dire quel est le principe. Maintenant je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous, et on peut les comprendre, qui s'agacent de ne pas pouvoir voir quand ils veulent tel ou tel film. Eh bien il faut savoir qu'il vient d'y avoir un grand chambardement dans la chronologie des médias parce que ça faisait plusieurs années déjà qu'il y avait d'intenses négociations qui étaient menées entre les différents acteurs et avec le CNC. Pourquoi? Eh bien parce que tout simplement, effectivement, vous avez dû vous en rendre compte, l'arrivée de plateformes comme Netflix, comme Disney+, comme Amazon Prime, etc., a forcément rebattu les cartes et qu'il était nécessaire, tout simplement, de renégocier, de retransformer ça afin de la fluidifier, de faire en sorte que cette chronologie des médias, elle soit plus adaptée à nos modes de consommation et à la manière dont tout à chacun, simple spectateur, cinéphage, cinéphile, ce que vous voulez, notre manière de consommer les films. Alors, quel est le résultat de ces intenses négociations? Déjà, pour vous donner un chouïa de contexte, elles sont, entre autres, le fruit de l'arrivée d'un phénomène, enfin pas d'un phénomène, d'un arrêté européen assez important, le décret SMAD, S-M-A-D, qui a pour but justement d'aider les États à pouvoir légiférer, à pouvoir faire en sorte que tout simplement les grands géants du numérique qui arrivent, les grands géants de la SVOD qui arrivent dans les différents États, tout simplement participent à l'écosystème culturel, mais aussi économique des pays, débarquent tout simplement. Alors, donc tout ça a amené à des négociations forcément intenses, parce que vous imaginez bien que si les plateformes, elles aimeraient pouvoir sortir leurs films simultanément et en salle et sur la plateforme, les exploitants de cinéma, forcément, ils vont
pas être d'accord, parce que tout simplement, si un film est disponible ailleurs que sur grand écran quand il sort chez eux, entre guillemets, il va attirer moins de monde, potentiellement, il peut être démonétisé. Donc voilà, vous vous doutez bien que tous ces acteurs vont se battre autant que faire se peut. Le secteur de la vidéo qui va pas très bien, on sait bien qu'on est de moins en moins nombreux à acheter des DVD et des Blu-ray. Pourtant c'est dommage, c'est quand même vachement bien de posséder des films, il y a des éditions magnifiques en Blu-ray, allez-y. Bref, tout simplement le secteur de la vidéo qui est déjà mal en point, il va évidemment pas se laisser balayer comme ça par d'autres membres de cette industrie. Bref, où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Après les négociations, le nouvel accord sur la chronologie des médias stipule que la chaîne qui était, on va dire, la grande chaîne, le grand investisseur du cinéma en France, à savoir Canal+, jusqu'à présent Canal+ pouvait diffuser ses films 8 mois après leur sortie en salle. Ça a été ramené à 6 mois. Donc maintenant, Canal sera en mesure de proposer ses longs métrages 6 mois après la sortie au cinéma. Ce qui commence à faire un délai assez court, vous en conviendrez. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Derrière vient Netflix. Netflix était à 36 mois, il fallait attendre 36 mois après qu'un film soit sorti en salle pour qu'il puisse arriver sur Netflix. Désormais, ce sera seulement 15 mois. Pour Disney+, Amazon Prime, mon Dieu, ce sera 17 mois. Il y a une petite différence parce que, tout simplement, Netflix a accepté de rentrer plus avant dans le système du cinéma français et s'est notamment engagé à financer 10 films par an à hauteur de 40 millions d'euros, ce qui fait 4% de leur chiffre d'affaires en France. Donc voilà, tout simplement, comme Netflix s'incorpore plus dans l'économie du cinéma, il a un traitement préférentiel, ce qui est prévu dans les accords et ce qui est le fonctionnement même de cet écosystème. En gros, plus vous participez à son existence, à la création de nouveaux contenus et à leur diffusion, plus vous avez, on va dire, de tranches qui vous sont favorables. Et puis enfin, il y a aussi maintenant tout ce qu'on va appeler les chaînes classiques, les chaînes en clair, les TF1, les M6 et tutti quanti, eh bien eux sont à un délai de 22 mois. Alors vous me direz, mais comment est-ce qu'elles vont faire ces chaînes si elles ont un film à diffuser qui est en même temps sur une plateforme ? Eh bien là, l'accord prévoit que tout simplement, le film en question devra être, le temps de la fenêtre de diffusion pour ces chaînes hertziennes, retiré de la plateforme, à moins que chaîne et plateforme ne fassent des accords ensemble, ne s'entendent économiquement sur moi je diffuse le film en même temps, mais donc comme j'y perds un peu, le film vaut moins cher, etc. Toutes les négociations qu'il peut y avoir. Alors, vous allez me dire, ouais, mais bon, c'est toujours pas quand on veut, ce sera toujours pas au premier jour, ce sera toujours pas en même temps que la sortie salle qu'on pourra voir les films, ou juste après leur exploitation salle. C'est vrai, c'est exact, mais en même temps, il faut bien voir plusieurs choses. Déjà, il y a eu d'énormes changements. Dites-vous bien donc que Netflix et Amazon Prime et également Disney+ viennent de gagner des mois et des mois et des mois dans la chronologie des médias. Ils étaient à 36 mois, ils sont passés respectivement pour Netflix à 15 mois et à 17 pour les deux autres. Ça veut dire qu'ils ont gagné respectivement 21 et 19 mois. C'est quand même important, voire très important. Après, se pose la question de savoir si ça leur suffira à sortir leur film en salle. Je ne pense pas. Je pense que c'est surtout, là on est surtout, on va dire, dans des jeux d'influence, des jeux de force, et eux, ce qui les intéresse, c'est d'essayer de se rapprocher de Canal et de les marquer le plus fort, économiquement, bien sûr. Tandis que Canal est rassuré à l'idée d'être de plus en plus près de la sortie salle. Qu'est-ce qu'on peut bien dire de tout ça ? Déjà, on a tendance à présenter Netflix et Canal+ comme les grands gagnants. Alors, c'est pas faux, évidemment, mais c'est quelque chose qui se discute, ou en tout cas qui se nuance. Par exemple, Netflix, grand gagnant, oui, mais comme eux, ça ne les intéresse pas de sortir un film 15 mois après sa sortie salle, ils voudraient le sortir simultanément. Donc non, on va dire ils gagnent de la reconnaissance, et surtout, on va dire, ils payent littéralement le fait d'entretenir, on va dire, des relations saines ou de meilleures relations avec toute l'industrie du cinéma en France. Ce qui est intéressant à noter, c'est que pour eux, c'est important, manifestement. Alors pourquoi c'est important ? Parce qu'il ne faut pas sous-estimer effectivement l'importance du marché français, il ne faut pas sous-estimer l'attractivité des productions françaises à l'international. Alors je sais que vous êtes nombreux à nous dire « le cinéma français c'est pas bien !» Alors c'est pas vrai. C'est un des plus puissants au monde en termes de quantité de films produits et en termes d'exportation, c'est-à-dire vraiment de rayonnement. Donc ça intéresse Netflix d'y participer et d'en produire. Et pour ce faire, il faut le faire dans les meilleures conditions possibles. C'est pas en se battant contre l'industrie locale qu'on est dans les meilleures conditions pour pouvoir s'y inscrire, tout simplement. Et en plus de ça, il ne faut pas perdre de vue que Netflix est, depuis ses débuts, vraiment en quête de reconnaissance institutionnelle. Netflix veut ne pas trop apparaître comme une entité surpuissante, prédatrice, qui roulerait sur les industries locales, tel un Panzer au soleil de midi. Je sais pas, je dis ça comme ça. Et tout simplement, rappelez-vous que Netflix fait des pieds et des mains depuis des années pour être présent à Cannes, qu'ils font également des pieds et des mains avec plus de succès pour être à Venise, pour être, bref, dans toutes les grandes cérémonies de récompense, dans tous les grands festivals, et on sait que
jusqu'à présent, il y avait des tensions au sein du Festival de Cannes, pas spécialement auprès de la direction du festival, mais auprès, on va dire, des différentes instances où sont représentées les autres professions du cinéma, notamment les exploitants. Eh bien, tout simplement parce qu'ils disaient, mais attendez, nous on prend le risque avec nos films de faire des sorties salles, nous on fait, on va dire, on est dans un écosystème qui est bien particulier. Netflix, en intégrant absolument tout verticalement, se crée des conditions qui leur paraissent beaucoup plus favorables, sinon déloyales. Il n'y a pas de raison qu'ils puissent être en compétition au même titre que nous. Vous en pensez ce que vous voulez, mais grosso modo, c'est à peu près ça l'équation. Bon, il n'est pas idiot de penser que Netflix, en commençant à mettre au pot et à dire, écoutez, oui, moi je vais payer une partie de mes impôts en France, je vais investir comme les autres acteurs du secteur, à savoir Canal, les chaînes de télé, enfin bref, tous les investisseurs publics ou privés, moi aussi je vais investir dans le cinéma français. Il n'est pas interdit de penser que Netflix fait ça pour justement, on va dire, faire tomber quelques barrières à sa reconnaissance institutionnelle. Donc, on voit bien que il faut un petit peu nuancer ça, c'est-à-dire que Netflix, ils vont sûrement pas utiliser, je doute qu'il y ait beaucoup de films qui sortent à 15 mois. Si peut-être ils peuvent présenter un film à Cannes et avoir des récompenses, oui, là, peut-être qu'ils joueront le jeu. Mais grosso modo, pour eux, véritablement, le bout du truc, le bout du chemin, c'est réussir à s'intégrer dans le paysage du cinéma français. La victoire de Canal, pareil, on peut pas nier que c'est une victoire pour Canal+, qui effectivement va avoir une fenêtre plus proche de la sortie salle, donc potentiellement une attractivité encore augmentée. Donc oui, voilà, c'est positif pour eux, indiscutablement. Néanmoins, il y a deux choses à noter, me semble-t-il. La première, c'est que l'écart entre eux et les plateformes s'est considérablement réduit. Ce qui pour eux est forcément une perspective pas ultra rassurante, parce qu'en gros, Canal+ a des accords, et on va dire un accord qui est en partie légal, en partie tacite, en partie renégocié régulièrement, tout simplement pour être le principal investisseur dans le cinéma français. Et ce que dit Canal, et qui peut s'entendre, c'est, mais attendez, si on a une concurrence qui se rapproche de plus en plus, si notre fenêtre de tir est de moins en moins alléchante et exclusive, il n'y a pas de raison que nous, on finance beaucoup plus que les autres. En effet, Canal+, il y a quelques semaines, s'est engagé à verser jusqu'en 2024 600 millions d'euros sur le cinéma français, grosso modo 190 millions d'euros par an. Alors ça représente les productions, les coproductions, mais également ce qu'on appelle les achats, juste pour les diffusions. Donc c'est quand même une énorme enveloppe, ce qui fait, encore une fois, de Canal le premier investisseur dans le cinéma français. Alors on peut se réjouir, on va dire, à court et moyen terme, que tout simplement le cinéma français n'ait pas perdu un de ses principaux investisseurs. C'est une bonne nouvelle, ça veut dire qu'on va être encore en état d'avoir une production extrêmement variée, plutôt puissante, plutôt riche, c'est une bonne chose. En revanche, on peut se demander, à moyen et long terme, s'il est tout à fait positif d'avoir, on va dire, un acteur du secteur qui soit à ce point-là fondamental pour sa survie. Sachant que cet acteur, c'est un acteur privé, que lui, il voit aussi ses intérêts, et que si demain il estime que son investissement est trop grand par rapport à ce qu'il est capable de retirer en attractivité, c'est-à-dire en abonnés, il sera susceptible de vouloir en finir ou de couper tout ça. Donc voilà, ça pose toutes ces questions-là. Il est évident que c'est pas encore un accord parfait, que c'est un accord qui doit encore pouvoir aller à se fluidifier, que peut-être une des pistes de réflexion à terme, ce sera non pas de transformer la chronologie des médias, mais de penser peut-être plusieurs recettes de chronologie. Peut-être qu'il y a des films qui effectivement sont faits pour se penser pour des sorties simultanées, salles et plateformes, et que ça aussi, ça doit être encadré bien spécifiquement. Bref, on peut encore fluidifier les choses beaucoup, sans que ce soit forcément la jungle, tout simplement parce que, j'ai envie de dire, à la fois, il est très sain de veiller à la survie économique et à la bonne santé économique de cet écosystème, et en même temps, on ne peut pas se permettre de le faire aller contre les désirs du public. Il y a donc un équilibre à trouver, qui est en train d'avancer, ça va dans le bon sens, donc on peut s'en féliciter. Néanmoins, il faut quand même noter qu'il y a un acteur important du secteur de l'audiovisuel, c'est la SACD, qui représente les auteurs, compositeurs, scénaristes, qui elle n'a pas signé cet accord, pour deux motifs, et deux motifs, je pense qu'il faut savoir entendre. Cet accord, il sera donc renouvelable, il sera réévalué tous les 3 ans. Ce que dit la SACD, c'est qu'à la vitesse où mute le secteur, 3 ans c'est trop long, et qu'il faudrait pouvoir le revoir, le renégocier plus fréquemment. Je suis tenté de dire que c'est pas bête, et que peut-être justement, si on commençait à le réévaluer, à le retransformer plus régulièrement, déjà d'une, ce serait peut-être moins un psychodrame dans l'industrie, et ça ferait moins des espèces de négos absolument délirantes qui tendraient tout le monde à fond, mais ça deviendrait tout simplement quelque chose de commun, de normal. Ça permettrait aussi peut-être de faire des expériences, parce que si vous négociez un accord pour 3 ans, c'est vachement risqué de tenter un truc, de vraiment modifier en profondeur une donnée. En revanche, si tous les ans vous réévaluez la politique que vous menez, vous pouvez dire, là on estime qu'on s'est un peu planté, là on peut rééquilibrer,
là on va aller plus de ce côté-là. Bref, je trouve que ce reproche que fait la SACD me paraît sur le papier, moi, assez juste. Et enfin, il y en a un autre, la SACD s'inquiète que dans l'état actuel de l'accord, un film qui ne serait pas acheté par un diffuseur payant, par une chaîne payante, directement après sa sortie salle, se retrouverait face à une période de 15 ou 17 mois dans laquelle il n'aurait pas du tout de diffuseur, dans laquelle il serait indisponible. Et ce que dit la SACD, c'est que c'est à la fois mauvais d'un strict point de vue patrimonial, c'est-à-dire que ce seraient des films qui auraient du mal à rester dans les mémoires et littéralement à survivre, et puis ce serait aussi des films longtemps indisponibles, ce serait aussi faciliter, sinon encourager, une forme de piratage. Donc voilà, ces deux reproches, je pense qu'il faut entendre. Cet accord, il semble aller dans le bon sens, quand bien même vous le trouvez pas encore assez, pas encore total, pas encore machin, les choses se rapprochent, se fluidifient, elles avancent, elles progressent, et on va voir aussi quels effets ça va avoir ou ça ne va pas avoir sur l'ensemble de la production. Quoi qu'il en soit, il faut sortir, si vous voulez, un petit peu de ces oppositions qui voudraient que le cinéma français soit un truc de vieux barbons qui sont là en train de garder leur petit précaré et que les gentilles plateformes et les gentilles multinationales viennent pour nous offrir plein de contenus. Non, il y a un vrai problème de continuer à avoir une industrie cinématographique riche, performante, variée, de comment la faire cohabiter avec des acteurs comme Netflix, Disney+, Amazon Prime, qui peuvent être intéressants, qui peuvent ouvrir des débouchés, des perspectives, des possibilités, ne serait-ce que même d'audience et de visibilité à notre cinématographie, à nos productions. Donc il ne s'agit pas, si vous voulez, de dépeindre les uns en grands méchants, les autres en vieux barbons, ou certains en grands sauveurs des spectateurs. Il faut regarder quels sont les atouts, les avantages, les défauts, mais aussi les volontés politiques de chacun de ces acteurs, et essayer de faire en sorte tout simplement que cet écosystème créatif, il survive, voire il croisse, et qu'il permette aussi à tout un chacun de continuer à disposer de plein d'œuvres différentes. N'oublions pas qu'on a une chance énorme. En France, on est dans un des pays où il y a le plus de premiers et de deuxièmes films. C'est super important. C'est comme ça qu'on fait de nouvelles tendances, de nouvelles créations, de nouveaux auteurs. Et ça, c'est un truc encore aujourd'hui que les plateformes ont beaucoup de mal à faire exister. Et c'est une des nombreuses raisons pour lesquelles c'est très bien de protéger, tout simplement, le milieu culturel, économique, industriel que nous avons. Voilà, j'espère que ça vous aura renseigné un petit peu sur l'état de la chronologie des médias, que ça vous aura intéressé. Et puis que si vous êtes d'accord ou si vous n'êtes pas d'accord, venez nous en parler. On est toujours ravis d'en discuter. C'est un sujet passionnant de l'industrie du cinéma français. Donc venez en causer en commentaire sous cette vidéo. Et puis enfin, n'hésitez pas à liker, à partager tout ça, mais aussi n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube, bien sûr, mais aussi à vous abonner directement au site Écran Large. Ouais, parce qu'on a un petit abonnement premium, alors qui est un petit abonnement de soutien, je vous le cache pas, parce que on est quand même une petite équipe, et pour survivre, il faut qu'on ne dépende pas seulement de la publicité et des partenariats, on aimerait plutôt dépendre de vous. Ça vous coûte quelques euros, si vous en avez les moyens, si vous en avez envie, à ceux qui deviennent membres premium de la communauté Écran Large, pour eux, on dédie chaque semaine 4 articles, 4 dossiers qui sont consacrés en général à des œuvres du passé qui nous ont beaucoup marqués, qui sont cultes, adorés, détestés, mal aimés, oubliés, ou tout simplement qu'on a envie de célébrer un petit peu. C'est des papiers qu'on fait avec beaucoup de cœur. Vous voyez, ces jours-ci, on a publié Rock, il y a Noces Blanches qui arrive, il y en a plein d'autres, vous allez voir, qui sont assez intéressants. On essaie toujours d'être variés et de les faire avec le cœur pour vous, nos abonnés premium. Enfin voilà, donc voilà, écoutez, partagez, abonnez-vous, donnez des sioux à l'arc. Je vous fais des gros bisous. Stop.